pense un peu comme vous. Mais je pense que sur cet aspect, sur ces aspects-là, moi, je serais assez curieux et je pense que ce serait intéressant d'entendre ce que Philippe a à dire. Parce que je pense que sur la caractérisation du préjudice, à mon avis, il y a des choses à faire ensemble aussi. Et là où je vous rejoins, Monsieur Réton, c'est que je pense que sans forcément que vous instruisiez un cabinet particulier, vu que vous êtes déjà représenté, je pense que il peut quand même y avoir de toute façon une communication, voilà, et une entraide entre personnes qui, avant tout, cherchent à préserver, voilà, au mieux leurs intérêts de manière coordonnée, sans forcément que ce soit la même action ou les mêmes conseils vous concernant. Ok, Louis, tu veux que je prenne peut-être la main? Volontiers. Merci d'abord d'avoir contacté pour voir si je pouvais défendre les intérêts de Monsieur Laboile d'abord, et puis peut-être aussi de ceux qui sont dans la même situation, celles et ceux qui sont dans la même situation que lui. Alors effectivement, Louis l'a rappelé, nous ici, on fait énormément ce type de dossier. Le cabinet PDGB, c'est un cabinet qui a 40 ans. On est à une cinquantaine d'avocats à Paris, avenue Victor Hugo. On se connaît effectivement avec lui de dossiers financiers qu'on a eu à traiter ensemble, puisque moi je fais du contentieux économique et financier. Et pas dans cette pratique, et j'ai une pratique de place assez connue pour la défense des investisseurs. Je suis intervenu effectivement dans deux des plus gros dossiers de place dernièrement, qui sont les dossiers Aristophil et le dossier Biocébon, dans lesquels, dans le premier, on défend à peu près 700 personnes. Et dans le deuxième, à peu près 200 personnes. Et ce sont des dossiers dans lesquels on a dû mettre en œuvre un certain nombre un très grand nombre même de mesures d'ordre judiciaire pour essayer de défendre les droits de nos clients de manière d'ailleurs très variée. Pour Aristophil, on a fait à la fois du pénal, on a obtenu la condamnation en décembre dernier de 7 personnes à des peines de prison avec 310 millions d'euros de dommages et intérêts. Bon, dans un dossier qui est un peu hors norme, comme le rappelait Louis, puisque le préjudice global se chiffrait à 1 milliard d'euros. Dans Bio, c'est bon, on a également du pénal, ça revient d'ailleurs en avril, et on a les deux dirigeants qui ont été mis au pénal, mais on a privilégié la piste de l'indemnisation civile par le truchement d'actions sur le terrain du défaut de conseil contre les conseillers en investissement financier et leurs assurances. Et donc, on a lancé, je crois, à peu près 120 procédures à travers la France contre les différents conseils en investissement financier qui étaient concernés par l'affaire Biocébon. Et dans Biocébon, c'était des placements assez classiques finalement, parce que c'était des placements en actions dans des sociétés de capital risque qui détenaient ensuite des fonds de commerce ou des immobiliers selon les structures de projet. Aristophil, c'était encore autre chose, c'est ce qu'on appelle les biens divers. Les biens divers, ce sont les investissements dans tout ce qui n'est pas régulé, c'est-à-dire ni les obligations, ni les actions, ni l'immobilier. Et vous avez fondamentalement les diamants, les bitcoins, l'or, les terrains en Californie, les containers, les manuscrits pour ce qui concernait l'affaire Aristophil, et bien d'autres choses encore. Donc, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur le dossier. On est d'accord, Louis, hein, tu m'as demandé d'intervenir, mais je n'ai pas encore pu auditer les dossiers des uns et des autres pour savoir ce que je pouvais préconiser, puisque, évidemment, dans ce genre de dossier-là, euh, il faut quand même qu'on regarde dossier par dossier, personne par personne, quelle est la meilleure solution à proposer. Pourquoi? Parce que selon votre profil d'investisseur, selon aussi ce qu'a fait ou pas le conseil en investissement financier, selon les produits dans lesquels vous avez investi, peut-être que vous ne serez pas tous absolument dans la même situation. Ça, c'est important, il faudra qu'on regarde. Le, dans cette matière-là, le plus simple, le plus évident, c'est de lancer une action en responsabilité pour défaut de conseil contre celui avec qui vous avez contracté, la seule personne avec qui vous avez finalement eu un vrai échange, qui est en général le conseiller en investissement financier ou le conseiller en gestion de patrimoine. Alors, je ne sais pas qui est Jean-Charles Devrin, il faudra que vous m'éclairiez là-dessus, parce que je n'ai pas du tout le dossier en main, mais c'est vrai qu'il est souvent un peu illusoire de vouloir se faire un peu le justicier euh, en allant lancer des actions au-delà du CIF. Parce que ça suppose quoi? Ça suppose d'aller faire ce qu'on appelle des procédures in futurum, donc qui reposent sur l'idée qu'on n'a pas les éléments de preuve suffisants aujourd'hui à notre dossier pour aller attaquer telle ou telle société sur le terrain des fautes de gestion pour ce qui concerne leurs dirigeants ou sur d'autres terrains éventuellement. Et pour ça, on a besoin d'instruire et d'avoir des éléments à notre dossier, et pas seulement le fait d'avoir investi dans un mauvais placement. Et ça suppose d'aller faire des procédures, comme je disais, in futurum, c'est-à-dire
avant de faire un procès au fond, je vais d'abord voir le juge des référés et je demande l'autorisation de faire des constats, de faire des saisies, d'aller voir sur les informatiques des uns des autres si je retrouve des éléments suffisamment puissants pour me donner l'espoir d'avoir un bon dossier en responsabilité. Donc ça, c'est possible si vous êtes très nombreux avec beaucoup d'argent investi. Moi, je défends souvent des club deals. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà investi dans des club deals immobiliers. Quand vous mettez un ticket à 200, 300 000 et que vous êtes 15 ou 20, vous pouvez tout à fait lancer des grosses procédures probatoires, in futuro, qui coûtent en général quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais qui peuvent être très pertinentes pour aller prendre l'information comptable, financière, juridique, économique, et qui va ensuite permettre de monter un dossier. On l'a fait dernièrement contre les sociétés de gestion de portefeuille agréées par l'AMF, qui, dans un club deal, avait clairement été en défaut de conseil à la fois sur le volet commercialisation et le volet gestion. Et ça a plutôt fonctionné. Voilà, on essaye de le faire quand c'est pertinent et quand les investisseurs ont les moyens de le faire. Sinon, effectivement, le plus simple, quand c'est possible, c'est plutôt les actions contre les conseils d'investissement financier. Alors, effectivement, Monsieur Rio, je suis allé voir, vous disiez tout à l'heure, Madame, qu'il était radié. Effectivement, il est radié à l'ORIAS depuis juillet 25. Alors, rassurons-nous, parce que nous, on a souvent ces cas de figure des CIF qui sont radiés, parce que, évidemment, quand un CIF a fait n'importe quoi et qu'il commence à avoir des mises en demeure, en général, il se radie assez rapidement de son activité, parfois même il liquide sa boîte, etc. En fait, ce qui compte, c'est l'assurance. Donc, l'assurance, il se trouve que pour les conseillers en investissement financier, on est sur les assurances, des assurances RC, qui en fait courent encore pendant 5 ans à compter de la radiation. Donc, ça veut dire que si je prends mon délai de prescription en matière en droit français, le délai de prescription de droit commun, c'est 5 ans, article 2224 du Code civil. Là, je ne sais pas de quand date vos investissements et le moment où vous avez découvert que c'est le poteau rose et que c'était des mauvais investissements, mais je pense c'est il y a moins de 5 ans, sinon Louis m'aurait appelé il y a plus longtemps. Donc, a priori, on ne va pas être dans la seringue, entre guillemets, pour étudier le dossier et lancer des procédures, parce qu'on a théoriquement 5 ans pour le faire à partir du moment où on a découvert le problème. Monsieur Rio ayant été radié en juillet 25, on a jusqu'en 2030, théoriquement. Alors évidemment, on agira avant, mais en tout cas, on n'est pas pressé par le temps. Parfois, dans certains dossiers, on découvre qu'il faut agir pour la semaine prochaine, parce qu'on a un CIF qui a été radié il y a déjà 4 ans et demi. Donc là, ce n'est pas le cas. Et Moi, l'intérêt, oui, pardon, juste une question sur ce point-là. À partir du moment où l'un de vos confrères a évoqué une relation avec un avocat qui avait pour mission de déposer, et ce sera une liquidation judiciaire, est-ce que ça accélère ou pas, et ça c'est plutôt lui qui peut répondre, je pense, la nécessité de faire des actions, puisqu'on va être en face d'une société qui n'existe que pour le but de sa liquidation. non, en fait, par rapport à votre problématique à vous, qui est une problématique de défaut de conseil, que la société, que le CIF soit radié ou liquidé ou pas, etc., ça ne change pas grand-chose, puisque ce qui compte, c'est, un, que vous soyez toujours en mesure de lancer cette action, et deux, qu'on puisse avoir l'assureur en face de nous, parce que le CIF, si vous voulez, il n'a pas d'actif à saisir, et ce n'est pas lui qui pourra vous dédommager. Alors parfois, dans certains dossiers, on arrive à se faire dédommager en partie par le CIF, mais bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt l'assurance quand même qui est ce qu'on appelle le deep pocket, donc la partie qui va être en mesure de vous indemniser. Donc, on va vraiment faire un focus sur l'assurance. On a, nous, beaucoup de cas de figure dans lesquels on a des CIF qui ont été radiés ou qui sont en liquidation, et l'assureur qu'on peut assigner directement. Vous avez en droit des assurances un concept qu'on appelle le droit direct. En tant que victime de quelqu'un qui est assuré, vous avez un droit direct contre son assurance. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attraire dans la procédure le liquidateur judiciaire, le CIF et tout ça. À la limite, ce n'est pas votre problème. Vous pouvez directement attraire l'assureur. L'intérêt de tout ça, c'est que l'assureur, dans un cas de liquidation judiciaire avec quelqu'un qui est peut-être parti à l'étranger ou autre, ou en tout cas qui n'est plus du tout actif sur son dossier, eh bien, l'assurance va avoir beaucoup de mal à défendre les intérêts du CIF, parce que le CIF ne sera peut-être plus du tout mobilisé sur son dossier. Donc, ce n'est pas très gênant et c'est même parfois plutôt positif parce que ça fait que l'assureur a un très mauvais dossier face à lui. Et parfois même, d'ailleurs, ça le conduit à proposer des transactions parce qu'il sait qu'il a un mauvais dossier et que, bon, il n'a rien
sous le coude pour pouvoir faire durer le plaisir. Voilà, donc en tout cas, le fait que M. Rio et ou expert patrimoine soit radié et ou en liquidation judiciaire, etc., ce n'est pas du tout rédhibitoire pour agir sur le terrain du défaut de conseil contre le CIF. Voilà, ça c'est un point important. Alors, l'action contre le CIF, effectivement, c'est une action qui a pour objet de faire indemniser un préjudice, comme le disait Louis tout à l'heure, qui est un préjudice qu'on appelle la perte de chance. C'est-à-dire, la perte de chance, c'est un espèce de scénario un peu fictif qu'on va reconstruire avec le juge et qui consiste à dire qu'est-ce qui se serait passé si mon conseiller en investissement financier, au lieu d'être un escroc, il m'avait dit, il m'avait bien conseillé. Dans certains cas, c'est évident à 99% que vous n'auriez pas investi, parce qu'on est en phase de schémas frauduleux d'investissement ou de produits qui sont vraiment vérolés, typiquement Aristophile. Dans d'autres cas, c'est moins évident. Vous avez simplement, par exemple, investi dans un produit qui est bien trop risqué par rapport à votre profil d'investisseur, mais en tant que tel, le produit ne pose pas de problème particulier. Ça peut être des obligations, des actions, dans du capital risque ou autre, c'est juste que vous n'avez pas le profil pour investir. Dans un cas comme ça, vous voyez qu'on n'est pas exactement dans le même cas que dans le premier cas. Donc, il faudra regarder, bien comprendre pour chaque cas individuel dans quel produit il vous a fait investir, quel était votre profil d'investisseur, et s'il a déformé ou pas, ou la manière dont le produit était présenté, etc. Donc tout ça, c'est vraiment essentiel, et il faut savoir que les tribunaux, en matière de défaut de conseil, des conseils en investissement financier, ils ont vraiment une analyse extrêmement concrète, dossier par dossier. Donc vous pouvez avoir 10 dossiers le même jour, il y en a 5 gagnants, 5 perdants. Parce que dans un cas, effectivement, le tribunal penchera plutôt à droite, et puis dans d'autres cas, plutôt à gauche. Vraiment fonction de votre profil de risque, des produits dans lesquels vous avez investi, de ce que vous a dit ou pas le CIF, etc., etc. Il y a une règle en droit français qui est très importante et qu'il faut bien comprendre, une règle de procédure, qui est que nul ne plaide par procureur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même on crée un groupe avec 30, 40, 50 investisseurs pour aller devant le tribunal, en fait, chacun d'entre vous devra défendre son beefsteak, son dossier, son indemnisation, avec ses pièces, son histoire, son préjudice. Vous ne pourrez pas vous contenter de dire « Ah ben c'est génial, j'ai M. Poser qui a un super beau dossier. Moi, je vais juste dire tout pareil, je donne mes éléments et ça me va très bien. » Non, non, on ne peut pas faire comme ça. On est obligé, en fait, de se défendre individuellement. Il n'y a pas d'action de groupe aujourd'hui en France qui permettent de faire ça. Il y a un régime de l'action de groupe, un peu comme les class action aux États-Unis, mais c'est un truc très particulier qu'on ne peut pas mobiliser du tout dans votre dossier. Je ne vous raconte pas pourquoi, parce que c'est trop technique, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça, c'est pas là-dessus qu'on ira. Donc, si on agit tous ensemble pour aboutir à avoir un groupe suffisamment puissant qui, par ailleurs, peut faire des économies d'échelle en termes de coûts, c'est en fait ce qu'on appelle les actions conjointes. Donc, chacun d'entre vous sera nominativement représenté dans le cadre de requêtes, d'assignations, de courriers, pour être défendu jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Et d'ailleurs, vous serez toujours autonomes les uns avec les autres pour décider de continuer, pour décider de vous arrêter avant l'appel, de poursuivre, etc. Et vous ne serez pas du tout entraîné dans une logique de groupe. Le groupe sera créé uniquement pour créer des effets de levier financier, et puis un levier aussi de collecte d'informations et de traitement unifié du dossier, qui est évidemment une manière rationnelle de conduire ce genre de dossier-là. Voilà, donc aujourd'hui, je ne connais pas très précisément le dossier, donc je ne suis pas en mesure de vous dire voilà ce qu'a fait Rio, voilà ce qu'a fait Devrin, voilà les produits, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui pose problème, je pense que, etc. Ça, je serais capable de le faire après avoir reçu effectivement les dossiers individuels des uns et des autres, si vous me faites la confiance de me confier votre dossier. Ce qu'il faudra qu'on fasse surtout, c'est voir combien vous pouvez être autour d'un groupe solidaire pour vous défendre dans ce dossier. C'est important pour avoir une idée un petit peu de la masse d'investisseurs que vous représentez, parce que plus vous êtes nombreux, et plus vous pouvez affecter des heures de travail d'avocats, des heures de travail d'experts et autres pour votre défense. Dans l'affaire Aristophile, on a 700 clients, ce qui fait que on a fait un décompte de
de nos heures dernièrement pour les présenter au tribunal correctionnel à Paris. Je crois qu'on a passé 3700 heures, quelque chose comme ça, sur le dossier. Si vous êtes 5 ou 10, bien sûr, vous ne pourrez pas vous permettre de financer 3700 heures d'avocat. Si vous êtes 100, vous pouvez avoir vraiment énormément de travail d'experts à vos côtés. Moi, je travaille régulièrement avec des experts financiers aussi dans ces dossiers-là, notamment un ancien auditeur de l'AMF qui connaît bien le sujet. Et puis, on peut faire intervenir des experts comptables ou autres selon les besoins. En tout cas, ce n'est pas des dossiers qu'on gagne en instruisant un dossier tout seul dans son coin, sur un coin de table en général, malheureusement. Les dossiers sont trop compliqués, c'est peut-être pour ça que Louis rappelait que certains confrères avaient décliné, parce que c'est des dossiers qui nécessitent vraiment d'y passer un temps important, à la manière des dossiers qu'on connaît avec Louis dans nos gros cabinets, nous, les gros contentieux financiers économiques, où là, on a des grosses boîtes qui sont capables de payer des centaines d'heures d'avocats. C'est ce genre de travail qu'il faut faire en général pour sortir ces dossiers-là de manière suffisamment sérieuse et en limitant l'aléa. Alors, évidemment, on peut toujours aller la fleur au fusil, puis ça peut passer, hein. Mais en tout cas, nous, on le déconseillera. Dans l'affaire Biosébon, par exemple, où on a passé des centaines d'heures, pour ne pas dire des milliers, en dépit du fait qu'on a des écritures qui sont extrêmement bétonnées, on a vraiment un très très bon dossier, on ne gagne pas dans 100% des cas. On a quand même des magistrats qui vont vous expliquer que les clients, les CIF n'ont rien à se reprocher. Hein, donc voilà, c'est des dossiers qui se gagnent vraiment Il y a un point que vous par avez le travail. évoqué. Il y a plusieurs points. D'abord, il y a la collecte et la portée, effectivement, des éléments et de l'analyse pour déterminer si effectivement il y a un préjudice et après la portée. Et je comprends que en groupe conjoint, c'est chacun en fonction de son propre Oui. préjudice subi. Ça, c'est la première chose. Donc, y a-t-il un plus petit dénominateur commun qui peut être regardé? Et puis après, tout à chacun l'appréhender si on peut aller plus loin. Et puis, vous avez évoqué, j'essaye de résumer avec des mots non juridiques. Et puis, vous avez évoqué la détermination ou la possibilité, bon, on peut faire le pénal, ça dure des heures carrées, ou aller directement porter plainte. Et donc là, on retombe sur la même problématique auprès de l'assurance RC. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont, parce qu'il y a des enveloppes maximum par dommage et par année. Ça, je n'ai pas très bien compris. Mais Ça, je vais vous expliquer ça si vous voulez. Oui, il y a en fonction de la casquette qui était utilisée par X Patrimoine ou par M. Rioux pour travailler sur le passif, je vais chercher les financements, ou sur l'actif, je vais placer l'argent que j'ai trouvé. D'accord? Donc, c'est deux plaintes différentes qui sont conjointes et qui ont des incidences complètes sur, je suis rentrée dans un schéma. Et dans ce contexte-là, si jamais on va aller demander à l'assureur avoir un dossier, on ne coupera pas sur la nécessité d'avoir un dossier suffisamment fort pour qu'il ait un intérêt à nous indemniser et à être subrogé. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Dans tous les cas de figure, il y a un travail de fond sur la détermination du préjudice subi qu'on essaye de négocier avec l'assurance pour avoir une indemnisation peut-être moindre, mais plus rapide, ou qu'on soit obligé de passer par l'AMF et ou le judiciaire. Dans tous les cas de figure, il y a un passage obligé où on a une possibilité potentielle de mutualiser, qui est cette audit approfondie des éléments pouvant constituer la responsabilité. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Alors, sur le préjudice, un point important, c'est que, je crois que Louis, tu évoquais un peu le sujet, il me semble, tout à l'heure en prémisse. Il y a un concept en droit français qui est que le préjudice, il doit être certain, actuel et liquide. C'est les trois caractéristiques. Bon, donc, dans un certain nombre de dossiers d'investissement en produits toxiques, le produit en question, parfois, n'est pas encore arrivé à maturité. Soit parce que, par exemple, il y a une période de gel des fonds, des placements avec 5 ans, par exemple, minimum, ce qui était le cas dans Biosébon ou Restofil. Et donc, si vous êtes à 4 ans
alors que le produit se déboucle à 5, et quand bien même vous pensez que c'est une gigantesque arnaque, eh bien, en face, on vous dira, mais rien ne vous dit que dans un an, le produit ne vaudra pas ce qu'on vous a annoncé. Donc ça, c'est un point important parce que actuellement, on est confronté à ça, nous, sur un autre gros dossier, qui est en l'occurrence le dossier KV1, sur des foncières avec des produits immobiliers, où les foncières n'ont pas revendu les immobiliers. Et en l'occurrence, on sait très bien que lorsque les immobiliers seront vendus, nous, on touchera zéro. On le sait déjà. On reçoit des prospectus avec marqué valeur liquidative zéro. Mais tant que l'immobilier n'est pas revendu, théoriquement, on est dans ce qu'on appelle des moins-values latentes. C'est-à-dire que il est vraisemblable qu'on va perdre de l'argent, mais c'est latent. Ce n'est pas absolument certain et effectif. Donc, dans certains cas, on arrive à contourner le problème. Exemple, dans Bio, c'est bon. On a déclaré nos créances, donc dans le cadre de procédures collectives, procédure que connaît bien Louis, et on a déclaré des créances à hauteur finalement de l'indemnisation qu'on a par ailleurs demandé au Conseil en investissement financier. Donc le Conseil est allé dire, bah, attendez, vous avez déclaré vos créances qui correspondaient en fait au rachat de titres dans des structures un peu compliquées, qui vous dit que finalement le liquidateur à la fin ne va pas vous faire un chèque. Du coup, votre préjudice de 100, bah, il n'est pas actuel, direct et certain. Bon. Alors heureusement, on a réussi à démontrer, parce qu'on fait aussi du droit des procédures collectives, qu'en fait, les chances de recouvrer la moindre somme dans le dossier Bio-c'est-bon était quand même réduite à peu près à zéro. On a eu un mail de l'étude de Valérie Leloup-Thomas, dont parlait tout à l'heure Louis Nerson, qui nous a confirmé qu'il y avait très peu de chances qu'on recouvre quoi que ce soit, et ça nous a permis de contourner le problème en disant le préjudice est direct, actuel et certain. Quand bien même on touchera un chèque du liquidateur, de toute façon, il sera sans doute d'un montant tout à fait anecdotique, et deuxièmement, la temporalité dans laquelle on va le toucher est totalement aléatoire. Donc ça rend de toute façon le bien tellement illiquide que mon préjudice il est avéré dès aujourd'hui. Voilà. Et si on demande 95% de perte de chance, le tribunal ne prend pas beaucoup de risques en pensant qu'il y a peut-être 5% éventuellement de la somme que vous pourriez récupérer auprès du liquidateur dans 10 ans. Donc dans notre cas à nous, il faudra quand même qu'on regarde bien si les fameux produits, que quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est ma consoeur qui disait tout à l'heure que éventuellement certains produits peut-être donneront lieu à des distributions alors je ne sais pas si c'est des intérêts, des dividendes, je ne sais quoi. Bon, il faudra regarder tout ça. Soit effectivement ce sont des produits relativement risqués, mais qui ne sont pas frauduleux en tant que tels, et qui ne sont pas débouclés, et à ce moment-là se posera la question du préjudice éventuellement incertain, il faudra voir comment on le contourne. Soit les produits sont frauduleux, et en fait, le fait que le produit ne soit pas encore arrivé à terme posera moins de problèmes, parce que si on arrive à démontrer que c'était une fraude, on pourra mécaniquement démontrer qu'on n'en touchera rien à la fin. Donc ça, c'était par rapport à la problématique du préjudice. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que ça peut nous être opposé, ça nous sera opposé vraisemblablement par la partie adverse. Ensuite, sur l'assurance, il y a aussi un point important, c'est que on est en matière de défaut de conseil. En matière de défaut de conseil, il y a une décision importante qui a été rendue par la Cour de cassation il y a quelque temps, et qui vous dit que dans cette matière-là, il n'y a pas ce qu'on appelle les litiges sériels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un litige sériel? Un litige sériel, c'est vous avez un carambolage sur l'autoroute, vous avez 90 voitures qui s'emboîtent. En fait, c'est un seul fait générateur qui crée je ne sais combien de préjudices différents. Donc, dans un cas comme ça, si vous avez 90 conducteurs qui assignent l'assurance du premier camion qui a fait tout basculer, ça sera considéré comme un litige sériel, avec du coup des franchises et des plafonds d'assurance qui seront communs à l'ensemble des victimes. Okay, donc, ça veut dire que si l'assurance est plafonnée à 10 millions, eh bien, les 10 millions seront opposables aux 100 victimes ou aux 50 victimes. De même que la franchise, d'ailleurs, sera solidarisée, si je puis dire, entre les 50 victimes. En revanche, dans le cas du défaut de conseil contre les CIF, l'intérêt, c'est que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt qui est vraiment important que, en matière de défaut de conseil, c'était forcément un problème individuel. Vous avez subi une faute et un préjudice individuel, quand bien même Rio a eu un comportement similaire avec vous tous. Néanmoins, c'est à chaque fois et pour chacun d'entre vous qu'il a commis une faute, et une faute qui est absolument individuelle. Ce qui fait que s'il y a un plafond d'assurance de 10 millions, il est censé pouvoir vous être opposé, mais uniquement à vous pour les 10 millions.
Alors, la limite quand même, c'est que dans les contrats d'assurance, c'est vrai pour les CIF, mais c'est vrai pour n'importe quel professionnel en RC, vous avez ce que je viens de dire, c'est la possibilité d'éventuellement globaliser les plafonds lorsque vous avez des litiges des litiges sériels. Mais il y a également dans les polices des montants maximum par an. Et là, pour le coup, c'est plus embêtant parce que ça veut dire que si tout le monde a souscrit la même année auprès de Rio tout un tas de produits, etc., quand bien même vous n'êtes pas en litige sériel, eh bien néanmoins, si la police dit et dans la limite de 10 millions par an, les 10 millions sont bien opposables à toutes les victimes de Rio pour l'année donnée, 2015. Voilà. En revanche, s'il y a du 2015, 16, 17, 18, 19, etc., chaque année, on aura son plafond d'assurance de 10 millions. OK? Je ne sais pas si c'est Maître, suffisamment clair. oui, oui, mais ça veut dire que en fonction de la qualité, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur USB ou TIF ou courtier en assurance, parce qu'on en a eu aussi. À chaque enveloppe de capacité professionnelle, il y a un plafond par sinistre et par an. Donc, si Oui. ceux qui sont autour du call ont eu un financement pour un investissement, ben pour moi, il y a IOSB d'un côté et SIF de l'autre. Et si j'ai en plus le placement en contrat d'assurance vie à côté, je suis courtier en assurance. Donc, j'ai 3 options de conseils qui sont différentes. Donc, j'ai 3 paniers. Oui, Je ne après, pense avec pas la que je puisse limite. les cumuler, hein, mais je pense que en fonction du sinistre de l'ensemble, je pense qu'il faut bien regarder cet élément-là, puisqu'à chaque fois, de ce que moi j'ai lu, c'est 2 millions et 2 millions. OK. Il faudra regarder quand même le. Parce que si vous voulez, en matière d'intermédiaire en opération de banque, donc les IOBSP, si il a été mandaté pour lever des fonds, parce qu'il n'a pas il n'a pas exactement les mêmes Non, obligations de conseil. Donc, s'il a été mandaté pour lever des non, fonds, il l'a fait lui-même, en l'espèce. bon, il faudra regarder, hein, mais ce que je veux dire, c'est Oui, qu'en tout quand même. cas, la Je faute, voulais ce juste. que je veux dire, là, on va chercher à identifier des fautes qui sont capables, qui peuvent être connectées avec un lien de causalité, avec un préjudice. Hein. Donc, peut-être que sa casquette d'IOBSP sera moins pertinente quand même que sa casquette de CIF, puisque dans CIF, il y a conseil. Donc, c'est surtout là-dessus qu'il semble avoir manqué à ses obligations. En en IOBSP, s'il a été, voilà, son but, c'était d'aller chercher de l'argent qu'il a trouvé et qu'il vous l'a mis à disposition pour financer l'opération. Normalement, en matière bancaire, vous connaissez le principe de non-immixtion des banquiers. L'IOBSP est un mandataire des établissements bancaires. Et donc, c'est moins évident d'identifier les fautes. Enfin, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faudra regarder quand même très précisément qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme effectivement cadre réglementaire dans lequel est intervenu Rio et ou d'autres personnes pour pouvoir les attraire au tribunal. L'objectif étant d'avoir le cadre réglementaire le plus protecteur pour vous et avec derrière l'assurance la mieux dotée. C'est ça l'idée. À partir du moment où vous Exactement. avez Et l'enveloppe maximale. Et l'enveloppe Exactement. maximale en fonction de clé de répartition, en fonction des années d'investissement. Parce que pour ce qui concerne le domaine du million, je parle sur leur contrôle. Les investissements dont on fait état, c'est en 2021, Oui, c'est ça? Donc oui, 2000, ouais. nous, on est sur l'exercice 2021. D'autres sont peut-être sur d'autres exercices. Je pense que là aussi, il faut le dire très vite, parce que si c'est 2 millions par année et qu'on est tous en 2021, les questions se poseront différemment. Mm. Bon, les polices des CIF, nous, on les connaît par cœur, hein, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'assurances qui couvrent les CIF en France. Il y en a 4, hein, fondamentalement. Euh, Justement, confrère, je me permets de vous couper parce que, sauf erreur, et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, dans la lettre de mission de Messieurs Retton avec Expert Patrimoine, c'est oui, la compagnie AIG qui est assureur. Je ne sais pas si c'est une compagnie que vous connaissez. Je viens de voir, c'est une compagnie américaine avec un siège social Ouais, ouais. au oui, oui, Luxembourg. oui, oui, tout à fait. On a même eu tout un tas de sujets sur le fait qu'ils étaient au Luxembourg. Et il me semble, comment? Ils ont une succursale à Nanterre, non, c'est pas ça? Oui, oui, on a fait la théorie des gares principales pour les attraire à Nanterre, etc. On connaît par cœur AIG. Ah, je n'ai pas vu à Nanterre, mais en tout cas, Si, oui. c'était Bon, Nanterre. j'imagine qu'ils ont un établissement en France. Courbevoie, c'est Courbevoie. D'accord. Oui, oui, on les a déjà attraits là-dessus, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Il y a vraiment 4 compagnies qui couvrent les CIF fondamentalement. Il y a MMA,
AIG, CGPA, et la quatrième, c'est, je ne sais plus. Bon, c'est surtout ces trois-là. C'est surtout ces trois-là. Et Zurich, effectivement. Ouais. Donc ça, il faudra regarder. Alors, il faut savoir que l'ORIAS, de toute façon, nous donnera les... Mais je pense que peut-être ma consoeur Chasserio a déjà l'information. Mais normalement, l'ORIAS est obligé de donner aux victimes des CIF les coordonnées des compagnies d'assurance qui couvrent les responsabilités. S'agissant de Michel, en tout cas, moi, dans les échanges que j'ai vus, il y a toujours dans la signature, dans la bande de signature de chaque email, dans tous les contrats, enfin, dans les lettres de mission, etc. C'est clairement précisé, hein, c'est une obligation réglementaire. Nous, c'est pareil, c'est AIG. Hein. OK. Ça ne pose pas de problème. Effectivement, il y a ce sujet du Luxembourg, mais qui est pas un... Parce qu'en fait, les assurances comme les banques, il y a le système qu'on appelle le passeport européen qui leur permet d'intervenir effectivement en Europe par le biais de succursales, pas forcément d'entités juridiques, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'on peut les attraire en France et qu'on n'aura pas de problème de recouvrement contre AIG quand bien même elle est au Luxembourg. C'est plus embêtant quand vous avez une structure qui a effectivement pas d'entité en France, une société, comme disait Louis tout à l'heure, qui est à Singapour ou je ne sais où. Là, c'est plus embêtant en termes d'exécution. Cédric. Peut-être un aspect aussi des choses que je mets, que j'insiste peut-être de le mettre en avant, mais dans tous ces dossiers-là, pour créer un groupe suffisamment crédible et puissant, il est vrai qu'il ne faut pas hésiter à utiliser la voie de la presse et de l'audiovisuel. Moi, je connais beaucoup de journalistes économiques avec qui je travaille régulièrement sur des dossiers comme ça, qui pourront être la caisse de résonance pour votre affaire, ce qui permet d'avoir très vite accès à beaucoup d'autres investisseurs qui peuvent vous contacter, etc. Donc, en fait, c'est ce nous on a toujours fait comme ça. Ça va beaucoup plus vite que d'essayer d'aller faire fouiner dans des forums à droite à gauche, etc. Parce que le risque de ce genre de dossier, c'est que finalement chacun défend son petit bout de gras dans son coin. Vous voyez, bon, c'est vrai que c'est pas une bonne méthode parce que les gens en face de nous sont des gens qui connaissent bien le monde de la finance, qui se sont organisés, qui vont essayer d'échapper à leurs responsabilités. Et donc, il faut être mobilisé. La meilleure manière de fonctionner habituellement, c'est de créer une petite association d'investisseurs pour vous défendre. Cette association-là, idéalement, elle a un petit site internet qui permet d'avoir une visibilité et de renvoyer vers une adresse email ou un téléphone de l'un d'entre vous, ce qui permet encore une fois de se faire connaître. De donner le nom de cette association à un journaliste qui va le citer dans un petit article en ligne ou autre, parfois même l'AFP quand on a de l'information un peu plus relevant de l'actualité, un procès ou quelque chose dans ce goût-là, ou la liquidation d'un groupe ou autre. Mais en tout cas, ça vaut le coup de faire ça si vous pensez qu'effectivement, puisque je crois que tout à l'heure, Louis, tu parlais d'un dossier tentaculaire, alors je ne sais pas dans quelle mesure, quelle est la taille des tentacules en l'occurrence, si on parle de 100 victimes ou si on parle de 1000 victimes, moi, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, en toute hypothèse, une association de victimes, ça coûte à peu près 0 € de la montée. Moi, j'ai des statuts types que je pourrais vous envoyer. Il y a juste à changer le nom et l'adresse. Vous la déclarez en préfecture. Et après, un petit site internet fait vraiment avec les moyens d'économie. Et ça vous permet d'à peu près toucher tout le monde, quoi. C'est ça l'idée. Parce que les gens, c'est bien. Je mesure le travail qu'il y a à faire effectivement pour je dirais, avoir un travail potentiellement, je dirais, avec un résultat. La grande difficulté, c'est ce que vous évoquez, c'est de savoir combien on est, parce que économiquement, il va falloir regarder, je dirais, le poids de notre engagement financier pour mener à bien cette opération en fonction des intérêts des uns et des autres. Mais c'est vrai que si on n'est que 10, peut-être que si vous avez, je sais pas, moins 500 heures de travail d'avocat, et j'entends, et c'est pas une critique, bien entendu, je comprends l'intérêt de pouvoir se regrouper. Après, économiquement, je ne sais pas ce qu'on représente en fonction du nombre que l'on est et en fonction du poids des investissements des uns et des autres. Et je pense qu'il y aura cette question qui se posera de fait au moment où on devra effectivement lancer l'action. Vous avez entièrement raison. Moi, je comprends que dans votre affaire,
mais vous m'arrêtez, hein. J'ai l'impression que le ticket moyen, en tout cas, est plutôt élevé. J'ai l'impression que c'est des gros investissements de ce que Louis m'a déjà évoqué. C'est-à-dire plutôt au-delà de 100 000 euros. Il me semble que c'est en tout cas Avec pour les mon fils, sociétés. on est à peu près à 300, un peu plus de 300 000. Donc, c'est quand même des gros investissements. C'est des gros investissements qui, du coup, peuvent justifier que vous puissiez quand même investir un peu d'argent pour défendre votre Oui, investissement. C'est plus compliqué quand moi, j'ai eu des dossiers où vous aviez 200 personnes qui ont perdu 10 000 euros. C'est pas facile parce qu'à ce moment-là, même dans ma déontologie, moi, je dis souvent, il ne faut pas dépenser plus de 10% de l'investissement perdu en honoraires d'avocat, hein. C'est à peu près ce que je dis habituellement. Après, bon, on peut le faire, mais il faut vraiment être sûr de son coup. Donc, quand vous avez mis 10 000 euros, ça veut dire que vous pouvez, décemment, c'est quand même pas terrible de dépenser plus de 1 000 euros. Les 1 000 euros d'avocat aujourd'hui, bon, vous avez deux mises en non mais demeure. Donc, mais là, dans votre affaire à vous, vous avez des gros investissements, ça c'est ce que je constate. Deuxièmement, vous êtes déjà, si je comprends bien, quasiment une dizaine, hein, à être en contact. Euh, et en général, en tout cas moi dans les groupes que je défends, bien sûr, Louis a évoqué Aristophile et Biocémon, mais c'est des dossiers, j'allais dire, un peu hors normes, hein, puisque là on défend vraiment plusieurs centaines de personnes. Mais le cas le plus habituel dans les dossiers que j'ai actuellement au cabinet, j'en ai avoir, je sais pas, une vingtaine à peu près de dossiers là actifs, c'est plutôt des groupes de 10 à 30 personnes. Voilà. Là, j'ai un club deal où ils sont 8, par exemple, mais par contre, ils ont tous mis entre 500 et 600 000. Je peux vous assurer que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on se bat. On a fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas de problème, parce que si vous défendez plusieurs millions, bon, c'est pas du tout problématique, même si c'est toujours embêtant d'investir de votre côté. Mais c'est pas irrationnel du tout d'investir quand même quelques milliers d'euros individuellement dans le cadre d'un groupe pour défendre ses droits. Donc, là, je ne sais pas combien vous êtes au total, mais si vous êtes ne serait-ce que 20 ou 30, c'est déjà un groupe assez puissant, parce que si vous avez tous mis entre 100 et 200 000, vous comprenez bien que ça fait déjà beaucoup d'argent. Bon, je sais pas, je me permets, bonjour, d'intervenir, mais je Bonjour. pense pas qu'on soit 20 ou 30 personnes. Et après, c'est vrai, pour revenir sur les montants, donc moi, j'avais fait qu'un investissement de 25 000 parce qu'il nous faisait patienter depuis un moment. On devait faire des investissements par la suite approchant le million, et je suis donc très contente que ça se soit pas fait. Il avait eu besoin, en fait, un investisseur s'était levé et il avait besoin que je le remplace, que je rachète des parts. Et du coup, il m'avait proposé ça, donc j'ai fait. Et par contre, à titre perso, donc ça n'intervient pas du tout dans ce dossier, je pense. Je lui avais prêté 43 000 euros pour, voilà, soi-disant faire de la publicité pour la société. Et bon, voilà, ça ne rentre pas du coup dans le dossier, j'imagine, parce que ça n'a pas été placé, si vous voulez, c'est entre lui et moi. Donc, Ça, c'est autre chose. C'est effectivement un dossier qui n'est pas le dossier collectif, oui. C'est autre chose. Non. Donc, voilà, moi, je ne sais pas si j'ai un intérêt. Enfin, bon, je suis venue aujourd'hui quand même parce que je me suis dit que je soutenais tout le monde. Mais tout dépend du modèle économique qui peut être retenu. Si vous avez un très bon dossier contre le CIF, ça peut être tout à fait pertinent. Je peux essayer de voir si je peux vous proposer quelque chose, parce qu'à ce moment-là, moi, je travaillerai, comme le disait Louis, je travaille quand même essentiellement à l'honoraire de résultat. Si effectivement on identifie une voie d'indemnisation où il y a une hypothèque pour quelqu'un capable de payer, et deux, une voie judiciaire qui est un petit peu, dont l'aléa n'est pas trop fort. Ce qui est plus incertain, c'est si on doit mettre en œuvre des procédures, comme je disais tout à l'heure, des procédures in futuram, donc des procédures avant tout procès, dans lesquelles il faut qu'on aille chercher de la preuve, faire tout un tas de choses avant même que d'engager des actions contre les responsables. Là, c'est vrai qu'en ayant mis 25 000, bon, il faudra voir dans le modèle économique qu'on pourrait proposer, mais ce sera peut-être plus compliqué. Mais si c'est juste une action en responsabilité contre le CIF, nous, on a beaucoup de dossiers actuellement où les gens ont mis 20, 30 000, il y a un modèle là, il n'y a pas de problème. Moi, je me permets juste d'ajouter peut-être quelques points sur ce que tu disais, Philippe, qui est évidemment, je souscris à tout ça. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que il y a un intérêt de se regrouper, de former une association, comme le disait Philippe. L'intérêt, c'est de mobiliser aussi la presse. Alors, je pense pas forcément qu'on fera les gros titres des Échos, mais je pense qu'il y a de la presse locale qui peut s'intéresser à ce sujet. Et ça permet, à mon avis, de renforcer le dossier
auprès de juges locaux qui seront sensibles, voilà, à l'attention médiatique, et ce sera individuellement, à mon avis, beaucoup plus simple d'aller plaider individuellement chaque dossier en présentant le personnage de Jonathan Rio comme un escroc local, plutôt que d'aller chaque fois devoir démontrer l'absence de connaissances, etc. Ça rend la présentation des faits, à mon avis, un petit peu plus simple, et donc ça maximise quand même significativement et de manière intéressante les chances de pouvoir démontrer que faute il y a eu en effet. Voilà, moi c'était mon premier point. Et le deuxième point, c'était par rapport aux actions in futurum dont parlait Philippe. Je pense que le timing est quand même important parce qu'on a en face de nous une société qui s'apprête à aller en procédure collective. Et comment ça se passe en pratique? Là, pour l'instant, je ne sais pas exactement à quoi ressemble l'opérationnel du cabinet, mais à partir du moment où ils vont se placer en liquidation judiciaire, nous, on va essayer d'être le plus vigilant possible pour essayer de, voilà, de monitorer la situation. Mais à partir du moment où ils vont se mettre en liquidation judiciaire, ils vont fermer boutique du jour au lendemain. Et en pratique, ça veut dire désactivation des serveurs et ça va être extrêmement compliqué d'avoir accès à de l'information là-bas sur place. Donc c'est pour ça que moi, je serais plutôt tenté d'essayer de profiter du momentum pour aller le plus vite possible préparer le dossier, qui m'a l'air quand même, encore une fois, pas trop mal, dû au fait de l'absence de précaution prise par Rio, et que je pense que personnellement, il faut aller vite. Et par rapport au portefeuille, j'ai aucune idée du portefeuille global que gérait Monsieur Rio, mais au vu du nombre que vous êtes, qui est encore une fois pas énorme, clairement pour moi, on n'est pas du tout dans un dossier de profil Aristophile ou Biosébon, mais on est quand même dans un dossier où, avec un montant total pour un instant, alors déjà pour tout le monde n'a pas pu que se connecter sur le call d'aujourd'hui, mais avec sur la base d'une première liste qu'a pu dresser Michel, on serait aux environs. Alors j'inclus pas tout le monde, encore une fois, il y a certaines personnes qu'on n'a pas inclus, notamment ceux qui avaient déjà une représentation, mais on serait à peu près dans un groupe commun qui pour l'instant n'est pas représenté par un avocat, aux alentours de 2 millions, ce qui pour justifier des frais de poursuite me semble cohérent. Voilà. Parce qu'il y a des personnes privées, mais il y a aussi des sociétés, puisque en l'occurrence, nous, je ne sais pas si ici, il y a des gens qui sont investis sur la société Cuma, où effectivement, oui, voilà, donc c'est notre société, la SAS, qui s'est investie, donc voilà. Donc il faudra peut-être regarder, pas uniquement des personnes physiques, mais aussi peut-être des personnes morales. Je pense que c'est précisément ce que Philippe disait en début de call, à savoir que je pense qu'à mon avis, dans l'approche, ils vont mener une analyse dossier par dossier, selon les personnes qui vont les contacter, et dossier par dossier, et ils vont après faire un retour, à mon avis, assez individualisé à chacun pour donner un avis sur l'état du dossier. Mais évidemment, c'est à Philippe de confirmer, hein. Oui, oui, tout à fait. Bah, là, il faut vraiment qu'on fasse un travail de recollement, enfin, et de collecte des documents, des informations des uns et des autres. Alors d'abord pour voir aussi si le dossier il est un peu ISO, un peu le même finalement pour tout le monde, ou si on se rend compte qu'en fait il y a des choses il y a des choses très variées, il a fait investir les gens dans des choses très variées. C'est ça que je n'arrive pas bien à voir pour le moment. Ou si finalement c'est toujours un peu la même chose. Et puis aussi le niveau de problématique que pose le produit. Parce qu'encore une fois, c'est pas la même chose d'avoir un produit trop risqué par rapport à votre profil et à avoir un produit frauduleux qui pose un problème intrinsèque d'absence totale de rentabilité potentielle. Donc ça, il faut regarder aussi les produits. Là, ce qui m'a l'air d'être un peu plus compliqué qu'à l'habitude, c'est qu'habituellement, on a un site qui a fait investir tout un tas de gens dans un produit en particulier. Donc nous, on va faire l'analyse de ce produit, montrer pourquoi le produit était plus risqué que ce qu'on a dit le CIF, et démontrer le défaut de conseil. Alors si là, il a fait investir dans tout un tas de produits différents, etc., ça veut dire qu'il faut qu'on regarde produit par produit ce qu'il a fait et voir si à chaque fois il a ou pas rempli sa mission, donné des informations précontractuelles, donner du conseil approprié, etc. Donc voilà, donc il faut qu'on fasse ce travail-là, c'est clair. Et en fonction du nombre que vous êtes ensuite, on sera capable de vous proposer un budget. Je pense qu'il faut le faire dans cet ordre-là. D'abord, il faut rassembler la documentation, étudier le dossier, on va dire
en phase zéro pour nous, hein, c'est-à-dire d'avoir une première vue, une première approche du dossier. Et au vu de ces éléments, et au vu du nombre que vous serez à me dire, oui, ça m'intéresse effectivement de constituer un groupe avec votre cabinet, et bien à ce moment-là, voilà, si on est 10, et puis que moi j'ai vu avec tous vos documents qu'effectivement il y a telle ou telle piste, et bien je pourrais vous dire, voilà ce qu'on va faire, voilà combien ça va coûter. Parce que je saurais combien vous êtes et je saurais de quoi on parle. Je sais pas si on Tant que j'ai pas m'entend. ça, c'est vrai que c'est un peu. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ce que je voudrais rajouter simplement, c'est que je crois que nous tous, il nous a fait investir dans la société Expert Patrimoine. Il y avait aussi 2 ou 3 autres Il y a petites autre chose. sociétés. Oui, question que. Et il y avait Nexed. Non, Expert sélection sprint. Oui, En fait, Expert oui, sélection mais sprint. c'est la même chose. Enfin, Et qui a été, c'est le 25 janvier 2023 et j'ai été la première actionnaire. oui, vous m'en avez vendu. Voilà. Je vous en veux. Voilà. Donc c'est 2023, parce qu'il y avait une question qui avait été posée depuis quand les statuts ont été déposés et signés le 25 janvier 2023 avec Ok. ma société. Que ce soit Expert Et Sélection. je sais pas là, Expert mais là il y a Print, quand même. Et là, moi, la question que je voulais poser, parce que alors on connaît pas, personne, je pense, connaît la valeur de cette société, combien il y a en fait en tout. Alors, il y a Mais donc, plusieurs, hein. pardon? Alors Apparemment, normalement, la valeur, c'est environ 3,2 millions à la base. À 3,2 millions. Moi, Mais de ce que il j'avais. y a un bien immobilier dedans. oui, Donc il y a des la maison de placements, mais un bien retraite. immobilier. Donc le bien, Maison à eux. voilà. Donc là, après, moi, ma question, du coup, moi, j'avais vendu donc mes actions. Donc j'ai un investissement à hauteur de 50 000 euros dans Expert Sélection Sprint. Mais voilà, aujourd'hui, OK, moi, pour tout ce que vous avez dit, et merci à Michel d'avoir fait tout ça. Mais aujourd'hui, on va avoir des coûts les uns avec les autres, un forfait, etc. Ça, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, en fait, savoir quels seront les frais d'avocat, qu'est-ce qu'on peut gagner en face par rapport à ces diverses assurances qui ont été placées. Là, nous, on est devenu actionnaire dans une entreprise. C'est peut-être pas la même chose que aller mettre de l'argent sur un support financier. Je ne sais pas si les assurances, en tout cas, toutes les assurances ne fonctionneront pas de la même façon, parce qu'après, c'est notre propre responsabilité de vouloir être actionnaire dans une entreprise. Et ensuite, savoir, si jamais il y a une liquidation, aujourd'hui, cette société, elle perd pas d'argent. Il y a, en tout cas, le bien immobilier. Donc, voilà, si aujourd'hui il y a une liquidation, qu'est-ce qui va rester? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre? En fait, Qu'est-ce qu'on a à il y a gagner? plusieurs choses parce qu'il y a le placement Expert Sélection Sprint qui a été évoqué, mais à côté de ça, il y a plusieurs SAS de levée de fonds, de crowdfunding immobilier, donc des immeubles, des appartements qui ont été rachetés, refinancés pour réinjecter, et ces appartements et immeubles sont rachetés avec des hypothèques de premier ordre, donc il y a normalement des gages, donc c'est un gros montage. Moi, pour m'être entretenu avec le comptable que je connais, parce que c'est lui qui me gérait mes locations, il me parle d'une gestion catastrophique, bien évidemment, avec des risques très importants sur la partie Expert Sélection Sprint. Il m'évoque quand même une perte à hauteur de 50% sur ce placement-là, en tous les cas. La mise en place d'un liquidateur judiciaire, donc avec une vente aux enchères des opérations en crowdfunding. Donc en effet, il y a quand même des choses à voir, et ça ne va pas se clôturer comme ça, à mon avis, parce qu'il va falloir vendre les biens, mais après l'argent va retourner où, comment ça va tourner, et tout ça, quoi. Et ça, on ne sait pas. Ah ben oui, puisque c'est... Voilà, Bah, moi... alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudra qu'on fasse la cartographie des produits dans lesquels vous avez investi et dans lesquels il vous a fait investir en tant que conseiller en investissement financier. Quand bien même vous êtes devenu actionnaire d'une boîte, le conseiller en investissement financier, précisément son métier, c'est de conseiller à ses clients d'investir, et notamment dans des titres financiers d'entreprise. Donc s'il fait l'intermédiaire entre l'entreprise et vous, il est dans son rôle de CIF. Donc il peut tout à fait engager sa responsabilité pour défaut de conseil. Normalement, si vous voulez, quel que soit le produit qu'il va vous proposer, que ce soit un produit entre guillemets standard, c'est-à-dire j'investis en tant qu'actionnaire dans une TPE-PME, ou un produit plus bizarroïde
avec des sociétés de capital risque qui investissent dans des structures de projets ou je ne sais quoi. Dans toute hypothèse, lui, il doit normalement, d'une part, avoir une lettre de mission de votre part. Enfin, d'abord, si on reprend dès le départ, d'abord, il doit vous avoir remis au départ un document d'information précontractuelle dans lequel il vous explique un petit peu qui il est, pourquoi, comment, etc. Il doit avoir fait ce qu'on appelle le KYC, c'est ce que disait Madame tout à l'heure, le Know Your Customer, c'est-à-dire exactement savoir qui, quoi, comment, etc. Alors, sachant que sur le Know Your Customer, vous avez une réglementation qui a quand même beaucoup évolué entre 2018, avant 2018, après 2018. Là, je pense qu'on va être plutôt après 2018, donc on va être dans la réglementation la plus protectrice. Il doit notamment vous dire s'il est ou pas rémunéré par les monteurs des produits qu'il vous a proposés. C'est-à-dire, est-ce qu'il est conseil indépendant ou pas indépendant? Est-ce qu'il est rémunéré par les monteurs de produits? Donc tout ça, ça doit être fait. Ensuite, il y a la lettre de mission dans laquelle il va vous dire, bah, vous m'avez demandé de m'occuper, d'optimiser votre retraite, etc. Et dans ce cas, vous m'avez demandé de regarder ceci, cela, etc. Bon. Et après, il y a le compte-rendu de mission. Et dans ce compte-rendu de mission, il doit vous expliquer, normalement, c'est bien pour ça qu'il est conseil. Le conseil, ça consiste à faire des choix en fonction d'options. La plupart du temps, on voit des CIF qui font pas du tout ça. Ils disent, bah, écoutez, vous voulez de l'immobilier, c'est parfait. J'ai quelqu'un qui va vous proposer un truc super. Et il revient avec un seul produit, il vous dit, c'est génial. Et si ça marche pas, on est certain qu'il a mal fait son travail parce qu'il ne vous a pas fait de choix. Donc là, il faudra regarder déjà si dans son rapport de mission, il vous a dit, voilà, vous m'avez demandé, je ne sais pas moi, d'investir en equity dans une petite société rentable dans tel ou tel secteur. Bah, écoutez, j'ai 3 boîtes que je peux vous proposer, A, B, C. J'ai regardé un petit peu leurs comptes, j'ai regardé un petit peu tout ça. Voilà ce que je ferais si j'étais vous. Bon. Donc il faut qu'on regarde ce que vous a dit le CIF. À toutes ces étapes, il y a quatre étapes. Le document d'information précontractuel, puis ensuite le KYC, la lettre de mission, le rapport de mission. Voilà. Et au vu de tout ça, au vu de votre profil investisseur, on regardera si on peut considérer qu'il a ou pas commis un défaut de conseil. Mais ça vaut aussi Alors, bien pour les maître, actions que pour autre chose. ouais, alors, je comprends que pour certains, ils ont été invités à rentrer dans la boîte de conseil en tant qu'actionnaire. Ça, c'est quand Deuxièmement, même... oui, c'est quand même bien comme CIF. Et deuxièmement, sur le reste, pour ce que j'ai vu sur Domaine de Millions, il n'y a pas un rapport. Il y a- Pour les gens de domaine des millions, c'est nous, hein, Michel et Edwige Laboile, c'est notre Oui, société. mais c'est les sociétés, Non, voilà. mais je l'ai dit pour les autres personnes. Ah bon, excuse-moi. Donc, il n'y a pas un document écrit, sauf une entrée en relation qui n'est pas signée. En résumé, les Ouais. documents sont passés par mail, les éléments sont passés par mail et par vous prendrez bien un café. Donc, Ok. pour les 4 étapes en constitution de preuve, de ce qu'on a pu reconstituer du côté de Domaine de Millions, on n'a pas grand-chose. Donc, on a la preuve, en d'autres, a fortiori, que la gérante et le bénéficiaire effectif indirect se sont retrouvés dans des schémas sans avoir aucun devoir de conseil effectif. Deuxième point, il y a certains éléments qui sont in English in the text, with a document sign impératif. Donc là aussi, on n'a pas. La majorité des opérations, c'est donc 2021. Donc voilà les éléments que l'on a par rapport à la constitution du dossier préalable au titre du préjudice. Nous, Michel a essayé de nous donner le maximum qu'il avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, hein, mais Nous, c'est pareil. Alors, voilà, moi, on n'a pas grand-chose. j'ai noté quand même quelque chose parce que c'était mon fils qui avait souscrit ça. Donc, comme je vous l'expliquais, on a créé une SAS pour être actionnaire donc à la société, la SCI Cuma. Et je me suis aperçu que dans son opération de crowdfunding, donc où il faisait des placements, il y avait une partie de garantie qui était sur la société Cuma. Sans en avertir, je dirais, les actionnaires, bien évidemment. Et Parce puis, que c'est un autre vous avez produit. et vous avez des PV d'Assemblée générale, des votes, des quitus donnés, tout Sur la quanti. société Nous, Cuma, on n'a rien. Oui. sur la société Cuma, il demandait un pouvoir puisqu'il était gérant.
de Oui, la société. Donc c'est tout. Mais après, non, on n'a pas non, on n'a pas excusez-moi, plus. monsieur, excusez-moi, j'ai pas été claire. Est-ce que, en qualité d'associé de la société Cuma, vous avez été convoqué à Oui, l'Assemblée générale pour les oui, clôtures? Et donc, vous avez les rapports de gestion. non. C'était Mais on est parfait. convoqué et on avait un pouvoir pour le gérant. La Mais même chose est pour nous, hein. voilà. C'est-à-dire que on était convoqué en assemblée générale, on signait un pouvoir. Ouais, nous, on est assez loin du Pays Basque. On signait un pouvoir au gérant parce qu'on était dans une phase à l'époque de confiance. Mais au-delà de ça, après, ça s'arrêtait là, quoi, effectivement. Par contre, on avait une note et on a eu une note sur les placements donc de la société Xprint Patrimoine, etc. Jusqu'au mois d'octobre, je crois, où on avait un certain nombre de notes qui paraissaient, donc pas toujours tous compréhensibles, mais depuis, il n'y a plus rien, quoi. Et là, c'est logique, hein, s'il est radié et qu'il est en train de se mettre en liquidation. Ok. Bah, ce qui est aussi gênant, c'est que il nous a pas dit qu'il se radiait. Quand on a essayé de le joindre, enfin toi Guillaume, je pense que tu Alors, l'as eu moi, une j'en ai un fois. petit peu plus par rapport à la radiation. Pour être très clair, Monsieur Rio travaillait avec un groupe. Il avait Coralie qui collaborait Ouais. avec elle et un monsieur, je ne sais plus Aïssa. comment ça. Voilà. Aïssa. Voilà. Et donc, en fin de compte, lorsqu'il a monté son projet Expert Sélection Sprint, qu'il a été obligé de faire réguler par l'AMF, il ne pouvait plus rester CIF en même temps. Donc, c'est Coralie qui a pris le statut de CIF, donc qui était toujours référencé à l'ORIAS, et suite à ces déboires et au coût de, comment dire, de local et de fonctionnement, d'après ce que j'ai compris, l'a licencié. Donc du coup, ce côté CIF a disparu avec la personne qui a été licenciée. Mais ça, on n'a pas été averti. Et lui est resté uniquement sur son premier, sur son positionnement de fonds d'investissement qu'il avait relié à l'AMF. Donc ça nous met quand même en confiance de ce côté-là. Mais du coup, oui, il agissait plus en tant que conseiller de patrimoine. Et c'est là que ça a commencé à partir. Et l'erreur de placement qu'il a fait, c'est qu'il a surenchéri au niveau de la crypto-monnaie dans son placement parce qu'il avait au début une partie stable et pour augmenter le rendement qu'il n'était pas capable de nous donner depuis 3 ans, en fin de compte, il a cherché à surenchérir sur la partie crypto-monnaie, chose sur laquelle j'ai eu pas mal de discussions avec lui, verbales malheureusement et non pas écrites, parce que je lui disais que je voulais pas m'exposer à ça plus haut que ce qu'il faisait actuellement, et parce que moi je le fais à titre personnel, donc je sais, je suis dedans depuis 7 ans, et du coup, lui, il a voulu rattraper, il était en confiance, il était avec une société de Paris qu'il voulait solliciter, mais pour des raisons de coût, il a dit non, je suis grand, je peux le faire tout seul. Et puis il s'est planté littéralement. Alors apparemment, l'histoire également, puisque j'ai réussi à l'avoir au téléphone, mais avant que ça disjoncte, il a été menacé par l'un de ses clients. Il a eu des menaces de mort et c'est pour ça qu'il a décidé de cesser toute activité. Mais dans ce cas-là, s'il y a eu des menaces de mort, je suppose qu'il y a un dépôt de plainte quelque part qui peut nous prouver cette traçabilité et donc cette fin de travail. Mais bon, depuis, on n'en sait pas plus, quoi. C'est faux, hein. Peut-être que c'est faux. Ah ben, Oui. moi aujourd'hui, je ne peux que supposer. J'ai entendu, j'ai gardé le message vocal qu'il m'a laissé sur mon portable parce qu'il voulait plus nous parler. Donc je l'ai conservé ce message. Mais maintenant, si en effet il y a eu des menaces de mort, normalement il y a un dépôt de plainte quelque part et celui qui le représente doit être capable de nous l'exposer, je suppose. Enfin, ça justifie pas de toute façon les opérations. Non, mais Menace de on est mort ou pas d'accord. menace de mort, ça n'a rien à D'accord. voir. La gestion. Non, alors Ah, moi, nous, j'avais une question pour toi, Philippe. Il y a différents autres types d'actions aussi dont on a parlé, des actions un peu périphériques, et notamment justement par rapport à ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il a continué en fait à donner des conseils ou à orienter des décisions, même si, après qu'il ait été radié. Et ça, pour le coup, à mon avis, je pense qu'il y a un angle exercice illégal, voilà, de sa profession de conseil. Je ne sais pas forcément si ça vaut le coup. Il y a également tout un Je volet pense que là, tu n'es plus pénal. couvert par l'assurance, hein. Là, tu n'es plus couvert par l'assurance, hein, Exactement, Voilà, résultat. exactement. Il n'y a pas exactement. d'assurance pour ça. Alors, je pense que malgré tout, ça peut valoir le coup d'instruire un dossier côté pénal et côté AMF.
même s'il est radié aujourd'hui, malgré tout, il a eu comme une activité AMF et ça peut faire sens d'ouvrir un front aussi, parce que ça mange pas beaucoup de pain. Euh, Parce que l'intérêt du pénal, même si il ne faut pas s'en tenir au pénal, c'est que si jamais d'aventure il y a une enquête qui est ouverte, euh, on pourra produire ensuite, dans le cadre de nos procès civils, les éléments qui ont été mis au dossier de pénal dès lors que l'instruction sera terminée. Pendant le cours de l'instruction, il y a la confidentialité, enfin, le secret d'instruction, mais à l'issue de l'instruction, c'est plus le cas. Donc, dans tous nos dossiers, lorsqu'on a du pénal, c'est quand même pas mal parce qu'à la fin, on va piocher dans l'instruction pour trouver des trucs qu'on n'aurait jamais eu sans l'instruction. Ça, c'est un point important. Et deuxièmement, c'est que si on peut faire du pénal, ça permet d'éviter de faire les fameuses actions dont je parlais, qui sont des actions d'instruction civile. Les mesures in futurum, c'est jamais des mesures d'investigation qu'on fait au civil parce que finalement, on n'est pas capable de les faire faire par un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser le pénal comme un pourvoyeur de pièces et de preuves dans le cadre du procès civil. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans Biosébon, par exemple. Mais il me semble Ouais, mais est-ce justement que qu'on par est dans rapport à les ce que tu délais? dis, il me semble que par rapport à ce que tu dis, Philippe, Ouais. on a plus de chances de susciter l'intérêt, à mon avis, d'un proc si on a justement une attention médiatique. Absolument. Tout à fait. Parce que c'est vrai que voilà, le procureur, sur des dossiers de cette nature-là, c'est-à-dire des actionnaires qui ne sont pas très contents de la manière dont les choses se sont passées, etc., c'est vrai qu'habituellement, ils ont plutôt tendance à renvoyer vers les tribunaux civils. Sauf s'ils perçoivent qu'il y a une sorte de scandale qui va bien au-delà d'un investissement raté et qu'on est sur quelque chose qui ressemble à un petit Madoff ou une escroquerie voilà, qui peut faire un peu de bruit. Donc c'est pour ça que si on se résume, hein, encore une fois, puisque au stade où on se parle, j'ai pas beaucoup d'éléments, donc c'est vrai que je vais donner un peu mon analyse, mais de très loin, et il faudra l'affiner. Donc si on se résume, moi mon conseil est le suivant. Hein. Un, il faut vous regrouper, c'est sûr. Si vous partez les uns chacun dans votre coin, bah finalement, vous paierez plus cher pour moins de travail. Donc, c'est un peu idiot et avec moins de chances de succès. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ce regroupement, il doit se faire de manière rationnelle. Donc, idéalement, constitution d'une asso. Alors, une asso, c'est pas très compliqué. Je le disais tout à l'heure, ça, je vous fournirai le statut. Petit site internet en WordPress, si quelqu'un dans votre entourage sait faire ça, un cousin ou un neveu, enfin bref, c'est pas très compliqué. Juste pour que on renvoie vers les articles journaux si on en a, et les emails et les téléphones des présidents et secrétaires de l'ASSO pour les mises en contact. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent sur Internet, c'est évident, c'est comme ça que ça marche. Et puis, un peu de presse. Donc ça, c'est, encore une fois, on se regroupe. Une fois que, moi, je peux vous mettre à disposition une petite data room, un petit lien vers un endroit pour m'envoyer les éléments de vos dossiers. Je vais regarder, moi, à partir de ces éléments très concrets, de quoi parle votre dossier, comment ça marche, etc. Et à partir de tout ça, je serai en mesure, excusez-moi, parce que j'ai attrapé un rhume pas terrible, donc je suis un peu enroué. Euh, à partir de la lecture de tous ces éléments très concrets, je pourrais aussi trier le bon grain de livret et vous dire, écoutez, j'avais pas compris ça, mais pour tel produit, je suis un peu plus dubitatif pour telle ou telle raison ou pour tel profil. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de créer cette data room. Vous m'envoyez vos éléments. Pour le moment, je ne vous facture rien, c'est pas compliqué. Voilà, faisons simple. Je regarde et une fois que j'aurai regardé avec mes collaborateurs le dossier et que je verrai un petit peu ce qu'on peut faire et à quel coût, et selon le groupe que vous êtes, bah, je vous ferai une proposition de stratégie et d'honoraires. Je ne peux pas être plus simple dans l'approche. Hein. De votre côté, voyez que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, à la fin, en toute hypothèse, vous avez intérêt à vous regrouper. Donc, de toute façon, voyez qui pourrait éventuellement être un peu plus actif qu'un autre au sein d'une petite association. Ça veut dire répondre aux médias, ça veut dire faire l'interface avec l'avocat, ça veut dire faire l'interface avec un expert ou je ne sais qui. Voilà. Après, ce n'est pas non plus des milliers d'heures à passer, mais c'est très utile pour la communauté d'avoir des représentants qui sont bien identifiés. Voilà. Et puis, une fois qu'on a étudié le dossier, que j'aurais fait une petite note d'analyse avec une proposition d'honoraire, eh bien, écoutez, à ce moment-là, vous me direz oui ou vous me direz non. Et puis, on pourra ou pas commencer à travailler ensemble. Voilà. Ça avait une main quand même. Oui, il ne faut pas qu'on s'endorme, parce que sinon, après, on se endort. Ouais. Donc, il faut faire vite, mais sans se précipiter.
Alors, écoutez, en tout cas, en termes de prescription, parce qu'en fait, ce qui compte surtout, c'est la prescription. Pour moi, je n'ai pas étudié les dossiers, mais ce qui compte vois. aussi, Ouais. ce qui compte aussi, ce que disait Louis, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir accès aux data et compagnie, qu'elles ne soient pas détruites dans le cadre des liquidations judiciaires qui vont trop vite. On a la Oui, double. mais ça, alors, oui, mais ça, je crains quand même que si, si Monsieur Allô? Rio, oui, Ah oui, non, il y avait une coupure. si Monsieur Rio il y a déjà une rumeur qu'il est en train de déposer le bilan, très honnêtement, je crains que on soit quand même, et même si on voulait aller très vite, etc., qu'on soit quand même pas dans les délais pour déposer une requête 145 après que j'ai étudié tous les dossiers, qu'on a regardé tout le truc, qu'on a arrêté une stratégie ensemble, arrêté un modèle économique, etc. Parce que si vous avez entendu dire qu'il déposait le bilan, qu'il faisait une liquidation, c'est que ça va arriver dans les jours qui viennent. Non, oui, quand même. Écoute, c'est ce que je me disais quand moi j'ai pris le dossier. J'ai eu la même réaction que toi en me disant non mais c'est trop tard. Et en fait finalement ça commence à faire et ils sont toujours pas au Bodac, hein. Donc D'accord. je pense que ça mérite quand même le coup d'y réfléchir. Je comprends absolument pas la stratégie de ce monsieur parce que nous on a fait, comme je te disais, des réclamations. Il paraît qu'il a saisi un avocat, mais on sait pas, enfin il s'est pas manifesté. Donc c'est vrai que c'est vrai que ça a l'air assez inactif de leur côté. Alors moi, si Ok, je Maître voulais d'accord. Chasse- savoir un petit peu, bon alors j'ai Maître vu que Chassorio, je crois que vous avez peut-être des précisions sur l'avocat qu'il a choisi. alors on n'entend pas. On vous entend pas. J'ai le nom de l'avocat de notre confrère qui est en charge a priori des intérêts de Monsieur Rio. Après, il m'avait annoncé des éléments en fin de semaine. J'ai toujours rien. Donc, je ne sais pas véritablement ce C'est qui qui... l'avocat de Rio? Comment il s'appelle? C'est maître... Alors, attendez. Il me semble qu'il est à Poitiers. Oh. Bon, allez. Je vais vous dire ça de suite. Vous m'aviez dit aussi quand on s'était parlé, donc je regarde, mais c'était Bon, je crois que c'est c'était pas un un cabinet spécialiste. national, mais qui a plusieurs Oui, antennes. alors... Mais attendez. à Poitiers, il est inscrit à Dax, le mec. Et alors? Non, mais je ne sais pas, normalement, il n'y a pas des compétences juridictionnelles. Je ne suis pas Mais avocat, en fait, donc. son premier avocat a complètement refusé de le prendre. Moi, j'ai eu écho avec le comptable. Il m'a dit Oui, moi aussi. Ah oui. l'avocat a refusé le dossier, donc il devait clôturer l'entreprise mi-décembre. Finalement, Ouais. voilà, au mois de janvier, il avait toujours pas d'intervenant, et là, apparemment, il a son intervenant, il a son conseil. Ouais, c'est maître Gabriel Aouizerat. Donc, je vous ai dit n'importe quoi. C'est un cabinet interbarreau, mais pas forcément à Poitiers. Il est à Lyon, je crois. Cabinet D'accord. Delcade. Voilà. Ok, non, mais je ne connais pas du tout. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Arizefat ou autre. Comment vous avez dit le nom du Gabriel Aouizerat. A-O-U-I-Z-E-R-A-T. A-O-U-I-Z-E-R-A-T. D'accord. Merci. Compris. À Lyon. Ok. Ça, il est à Lyon. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, pour être C'est très, bidon. très concret, C'est je bidon, vais c'est vous bidon. envoyer, si vous êtes tous d'accord, hein, je vous fais passer un lien Oui. vers un SharePoint qu'on utilise au cabinet pour loger des documents. On va créer un dossier par personne. Moi, ça me permettra d'avoir une vision concrète du dossier que je n'ai pas du tout actuellement. Et puis, je vous proposerai ensuite un mode de fonctionnement communautaire, commun à tous. Ce qui n'empêchera bien sûr pas du tout, moi, au contraire, hein, on travaille très souvent avec d'autres confrères et avec plaisir pour travailler avec Leslie Chasserio. Peut-être que sur le pénal, vous pouvez garder la main là-dessus, etc. Moi, après, pour le reste, vous me direz ce que vous, les uns les autres, souhaitez faire, hein. J'ai aucun souci par rapport à tout ça. Voilà. On va répondre rapidement au lien. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les autres personnes contactées, il y en a 2 qui m'ont répondu hier. Monsieur Nicolas Martin, Louis, je crois que tu l'as eu au téléphone, Oui, je confirme. hein, et donc qui représente, mais je n'ai pas la somme, Monsieur Charles Cole, aussi, qui est
un ancien colonel de l'armée. Et je crois que c'est ces deux-là qui menaçaient Jonathan Rio. Je ne sais pas s'ils l'ont menacé de mort, mais Ah, il voulait aller chez lui, il voulait tout casser. alors moi, Bon, de ils ce que l'ont j'ai pas fait, ils l'ont compris, pas fait. moi j'ai échangé un petit peu avec lui. De ce que j'ai compris, il a également engagé des poursuites contre Pénal, Jonathan au Rio, pénal, oui. exactement au pénal. De ce qu'il m'a dit, il a connaissance de pas mal d'autres investisseurs qui auraient des gros montants, plus gros que ce dont on a parlé pour le moment. Euh, Oui, parce que bon, enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je crois que tout le monde ici est impliqué dans Expert Patrimoine Sélection, enfin, ou Expert. Mais nous, on est impliqué dans Expert Sélection et on est impliqué directement par la boîte Incomeland qui est à Singapour, sans passer par Expert Sélection. Ouais. Donc ça, c'est encore autre chose. Parce Oui, que oui, là, c'est pour ça, ouais, c'est ce que vous disiez. c'est ce On que a je dis, des Michel. actions à hauteur de 50 000 euros et on peut nous rétoquer. Ah, mais les actions, elles existent toujours. Exactement, et c'est pour ça, Michel, que la première étape par laquelle Philippe va commencer, c'est justement d'identifier les différentes catégories de Absolument. produits. Et ensuite, et après, typiquement, les frais d'expertise qui peuvent honnêtement être vraiment délirants, surtout quand tu prends des bons experts. Et là, à mon Ouais. avis, il faut, voilà, ce qui compte pour ce type d'expertise, c'est d'avoir une signature. Au-delà de la compétence de l'expert, évidemment, mais c'est la foi que vont avoir les juges dans l'analyse de l'expert. Et cette analyse, elle a un prix parce que ça veut dire une expérience. Et typiquement, ce dont parlait Philippe en début de call, c'était des connaissances de, voilà, Philippe a un réseau d'experts d'anciens d'AMF ou autres, voilà, qui pourraient justement avoir un avis. Et de même, tu as des experts qui sont spécialisés en valorisation de titres et qui pourraient conclure, apporter une preuve de la perte de valeur, de la perte d'investissement. Voilà. Également sur la Ouais. partie crowdfunding, le site a été effacé, il n'existe plus, hein. Donc, Ouais. parce que moi j'ai voulu Ouais. me reconnecter dessus et heureusement j'avais fait des imprimes écran tout de suite pour montrer les investissements et tout ça, quoi. Mais cette partie crowdfunding, si des gens étaient dessus et n'ont pas fait d'imprime écran, ça c'est fini. Ouais. Ok. Et qui est régie par une banque, Lemonway au Luxembourg, celle-ci, puisque tous les placements ont été faits là-bas. Ouais. Mhm. Le crowdfunding, on l'avait plus déjà. Bon, je pense qu'il faut commencer par, à mon avis, regarder de manière très circonstanciée ce qu'il y a dans le dossier. Parce qu'à mon avis, il y a deux genres de produits ou de problèmes. Il y a les produits ou les problèmes qui ne permettent pas d'actionner un assureur et il y a les produits qui permettent d'actionner un assureur. Bon, ce que j'entends au crowdfunding, le problème, c'est que précisément, il y a des plateformes de crowdfunding, mais il n'y a pas forcément toujours des intermédiaires. Dans quelle mesure Rio a été, avec sa casquette CIF, pour vous faire placer de l'argent dans le crowdfunding, moi, il faudra qu'on regarde tout ça. Euh, En tout cas, voilà, je vous envoie un lien. Alors, je ne sais pas si je suis pas sûr d'avoir les emails des uns des autres, mais peut-être que Louis, tu peux. Je suis bien. Ouais. Moi, j'ai reçu. Oui, oui, je t'ai donné tous les De toute mails, hein, façon, je crois. j'enverrai un lien auquel vous pourrez accéder. J'aurai simplement besoin de donner accès à chaque adresse email. C'est comme ça que ça marche sur les SharePoint de chacun des dossiers. Voilà. Et après, bien sûr, il me faut quand même un tout petit peu de temps pour regarder tout ça de manière un peu sérieuse pour vous dire ce que j'en pense. Donc sans doute quand même 10 à 15 jours, hein, pour le temps de bien tout regarder, de récupérer les éléments. Voilà. Bon. Et voilà. Et dans ce temps-là, vous pouvez déjà encore une fois réfléchir à la petite association que vous pourriez monter. Peut-être vous compter aussi, c'est-à-dire voir qui est effectivement sur le principe d'accord pour Ouais. créer un groupe et avancer ensemble, qui ne l'est pas pour telle ou telle raison, de sorte qu'après on puisse assez rapidement se dire, bon ben voilà, on est entre 12 et 15, voilà le montant d'investissement, voilà les produits concernés, il y en a 5, 6 ou 7, voilà les genres de produits, voilà comment Rio est intervenu ou d'autres, et voilà ce qu'on peut imaginer de faire et à quel prix. OK? D'accord. Ok, ça Ouais. marche. Moi, de mon côté, je vais préparer du coup une contact list. Donc, je vais préparer un petit tableur Excel Parfait. avec les informations voilà, que Michel a déjà récoltées. Et je vais envoyer peut-être un email individuellement à chacun pour qu'il complète, pour que Philippe ait toutes ces infos là directement. Et ensuite, voilà, on centralisera tout ça de notre côté.
Ok, merci. Dans les adresses, il n'y a que l'adresse mail de M. Rétron que je n'ai pas. Hein, j'ai celle de son avocate, mais pas la vôtre. Vous voulez que je vous la donne tout de suite? Comme vous voulez. Alors moi c'est simple, c'est en minuscule patrick.rayton, R-A-Y-T-O-N, @orange.fr. Vous avez celle de mon fils? Non, attendez, je finis. Mais je vais la marquer dans la conversation, ça sera plus simple. Je vous le marque dans la conversation. Au micro, Guillaume. Vous avez fini, moi? Oui. Oui, c'est bon. Guillaume, t'as pas le son. Je vais la marquer dans la conversation, ça sera plus simple plutôt que de les player. Si, il a le son. Et c'est bon. Hop là. Je le mets dans la conversation, hein. Comme ça sera plus simple. Ça. Et on la voit pas. Hein. Hop là, ça Non, on arrive. la voit pas. Ah si, ça c'est. C'est bon. Alors, Fitcoche. Voilà. Arrobase, j'ai pas vu. Mince. Là en bas, là en bas. Guillaume. C'est bon, là, c'est bon. C'est bon. Gmail.com. C'est écrit mal. Ben oui, mais j'arrive à me relire. Non, c'est bon. Il est tout petit, hein. Ok, c'est bon. Monsieur Réton, vous allez avoir un peu de temps, si j'ai bien compris, d'ici 15 jours. Non, pas encore. Vous vous représentez pas, d'après ce que j'ai vu. Je me représente pas, mais je suis encore vice-président de la communauté de communes de l'île d'Auray jusqu'au mois d'avril. Voilà. D'accord. Ok. Ben, Non, c'était un peu d'humour, c'est tout. Hein. Il en faut quand même. Oui, mais ma femme va me trouver des occupations, vous inquiétez pas. Non, mais la difficulté, c'est que je suis loin, moi, je suis dans l'île d'Auray, donc je peux pas me rendre disponible pour aller au Pays Basque facilement. Ouais. Mais j'ai pas mal de gens, il va falloir que je leur écrive, qui sont de. Le 44, c'est la Loire-Atlantique. Ouais. Non. Donc il faut que je vois toute une liste. Mais là, je crois que c'est des gens qui sont pris directement par Singapour. Donc on va voir ça plus tard. Parce que par le biais du comptable, on pourrait pas avoir les contacts, parce que lui qui a la SAS, qui supervise toute la comptabilité, il doit avoir les ressources, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont allés vers lui. Oui, Emmanuel Merguem. Il peut pas les donner. Mais il ne veut pas les donner. Ok. Ouais. Il n'a pas le droit. Ah, il y a une obligation de réserve. Oui, je Il y a la déontologie. Et pourtant, moi, je l'ai comme comptable aussi. Moi aussi. Il donne rien. Non, il peut ne pas les donner, mais il pourrait quand même contacter les personnes en question pour les mettre en rapport avec vous. Par contre, bon, on a appris, j'ai appris ce matin que Coralie Labrusquère et Aïssa, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Martin les a eus récemment. Au départ, ils n'ont rien voulu dire. Et il leur a dit, mais attention, si vous ne me dites rien, c'est clair, vous allez être embarqué dans la même galère que Jonathan Rio, puisque vous étiez avec lui. Donc, vous n'avez pas intérêt à jouer mal. Et je crois qu'ils lui ont donné tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ok. Donc ça, j'en saurai plus quand j'aurai M. Nicolas Martin à votre moment. Je me permets juste d'ajouter qu'effectivement, j'ai pu parler avec Aïssa et il m'a confirmé une chose, c'est que Jonathan Rio a vraiment mis la pression sur Coralie. Oui. Au moment où il pouvait pas cumuler les deux fonctions. Et donc, il l'a mise en gérante femme de paille, on va dire ça comme ça, contre son gré, pour pouvoir poursuivre ses activités. Et Aïssa ne souhaitait pas effectivement communiquer trop d'infos, mais d'après ce qu'il m'a dit, ils étaient tous les deux, ainsi que la juriste, j'ai oublié son nom. Élodie. Voilà, ils ont eu des conversations avec Jonathan Rio pour lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec son mode de fonctionnement. Il y a un certain nombre d'informations qu'ils ne nous ont pas communiquées parce que Jonathan Rio refusait de nous informer et que c'est pour cette raison qu'au final, ils ont fini tous par quitter la société. Donc, il y avait quand même, au départ, on nous a beaucoup dit que c'était de l'incompétence de sa part.
Mais de plus en plus, en fait, on se dit qu'il y avait quand même une volonté de ne pas agir de façon très honnête, quoi, Un vis-à-vis de nous. mythomane. Il était mythomane quelque part. Il y a un escroc aussi. Mais Ouais. enfin, là, ça fait du témoignage quand même contre lui si on va récupérer ces 3 personnes-là. Ouais. Ouais, si on y arrivait, ouais. Mais Oui. comme Monsieur Mirguet, ils sont censés respecter un devoir de réserve, donc je ne sais pas trop Oui, mais ils pourront dans quelle parler mesure devant la ils justice. peuvent Ouais. parler, quoi. Il peut être convoqué à la justice. Devant la justice, ils seront obligés de parler. Berguet peut demander Ça, au client de je ne sais pas. contacter. Je sais pas, là, les contrats qui ont été signés à l'époque, Mais moi, je me alors, je sais méfierais plus quand comment même. elle se souvenait, Coralie, je sais plus comment, la Butresse, là, non, c'est pas ça? La Oui, La Tresse. brusquère. La brusquère. La Booster, elle risque d'être un peu embarquée dans l'affaire, dans la mesure où c'était elle qui était gérante à l'époque où on nous a Voilà. fait souscrire les contrats. Oui, oui. Ah ouais, Peut-être. Bah oui. Ouais. C'est dommage parce qu'elle était très gentille. Ouais, elle était gentille, Ouais, ouais. mais ouais, t'es jeune, hein. Très jeune, ouais. Ouais, elle était jeune. Ouais. Ah, il a... C'est- Bon. Bon, ben On va rassembler. on va rassembler tout ça, les uns les autres. Voilà, moi je vous envoie un lien et du coup ça me permettra d'avoir les Merci, éléments. Et Ouais, puis je reviendrai vers vous avec mon équipe assez vite en vous proposant ensuite un petit call pour. Je vous mettrai par écrit à la fois la stratégie préconisée et les honoraires. Et puis on fera un petit call pour clarifier tout ça en liaison avec lui. On verra le moment où on peut faire ça. Mais effectivement, il faut quand même un petit peu de temps. Il ne faut pas confondre vitesse Ouais, et bien sûr. précipitation parce que bon, on a d'autres dossiers aussi. Il y a beaucoup de travail là pour regarder vos dossiers. Donc il faut se laisser au moins 15 jours, je pense, hein. D'accord. OK? Ok, Parfait. très bien. Marie-Laure, Merci beaucoup. on te voit ce soir, toi? Marie-Laure? Bah, pourquoi pas? Alors, Ouais, attends. tu descends dans les Landes, toi? Attends. Hop. Comment je fais? Tu prends Je le vous train. salue, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci au à revoir à tous. tous.